La frégate lance-missiles iranienne vient de perdre son bouclier. Sur les côtes du Golfe, les rampes qui menaçaient encore hier les couloirs maritimes ne sont plus que des carcasses fumantes et les navires occidentaux qui rôdaient près des zones à risque ont déjà mis le cap ailleurs. Mais ce recul n'annonce aucune accalmie, bien au contraire, car la nouvelle phase de la confrontation contre l'Iran commence à peine. Suivons d'abord un appareil précis, celui qui incarne à lui seul l'intensification américaine, le bombardier stratégique connu sous le nom de Bi-1. Pendant 12 nuits consécutives, les forces armées des États-Unis ont mené des vagues de frappes sur le territoire iranien, visant des installations stratégiques, y compris à Téhéran, et mardi dernier, pour la première fois depuis la reprise des combats 12 jours plus tôt. Cet appareil est entré en scène. Ce bombardier n'est pas un avion furtif comme son cousin le B-2, mais il compense par la vitesse. Il peut voler à des vitesses supersoniques, transporter jusqu'à 24 bombes d'1 tonne chacune ou des dizaines de missiles de croisière et frapper des cibles s'attaisent à des milliers de kilomètres en s'infiltrant à basse altitude pour retarder toute détection. Que son engagement ait été révélé publiquement juste à ce moment précis n'a probablement rien d'un hasard. C'est sans doute un message calculé, envoyé de Washington à Téhéran, sans qu'aucune déclaration officielle complète n'ait été nécessaire pour le faire comprendre. Et maintenant, la question qui circule dans les états-majors est celle-ci. Le B-2, le frère furtif capable de percer les bunkers les plus enfouis, va-t-il lui aussi rejoindre la partie? Selon le commandement central américain, cette nouvelle série de frappes de précision visait des infrastructures militaires utilisées par les forces iraniennes. Des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales, des postes d'observation le long du littoral et des systèmes de défense aérienne. L'objectif affiché est de réduire durablement la capacité de Téhéran à menacer les routes maritimes internationales et la liberté de navigation, en protégeant en priorité les navires commerciaux et les marins civils qui traversent cette zone sous tension permanente. Les autorités à Washington répètent qu'elles répondront à toute menace pesant sur la sécurité maritime et la stabilité régionale. L'échange de mise en garde qui a suivi entre les deux capitales a quelque chose de vertigineux. Le président américain a averti que pour chaque attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz, un pont ou une centrale électrique serait détruit, y compris à Téhéran même. La réponse est venue du président du Parlement iranien, sec et sans détour. Si nous ne vendons pas notre pétrole, personne d'autre n'en vendra non plus. Deux phrases, deux logiques de dissuasion qui se regardent en chien de faïence, et entre elles, des cargos entiers qui hésitent avant de s'engager dans le détroit. Israël, de son côté, observe chaque mouvement avec une vigilance redoublée. Washington a prévenu Jérusalem du retour en service des bombardiers lourds avant même la dernière vague de frappe. Et en quelques heures à peine, il est devenu évident que l'appareil stratégique venait de participer pour la première fois à ce round de combat. Pour les responsables politiques,
et sécuritaires israéliens, la question centrale devient: quel rôle Israël devra-t-il jouer si Washington décide d'élargir encore la campagne? L'analyse dominante à Jérusalem est que cette notification américaine visait à permettre aux Israéliens de préparer une éventuelle réplique iranienne en coordonnant système d'alerte précoce et défense aérienne, en ajustant l'image du renseignement, en anticipant la possibilité que la riposte de Téhéran déborde du cadre américain pour viser directement Israël ou ses alliés régionaux. Plus les frappes américaines s'enfoncent profondément en territoire iranien, plus le risque grandit que la menace nous atteigne aussi, confins des sources sécuritaires. Alors, entre l'intérêt de rester à l'écart de la ligne de feu directe et la tentation de s'impliquer davantage, les autorités israéliennes surveillent un écart potentiel entre leurs propres objectifs et ceux de Washington. Les Américains présentent avant tout cette campagne comme une défense de la liberté de navigation et de la sécurité régionale, alors qu'Israël garde un œil sur le dossier nucléaire sur Gaza et sur tout cet anneau de feu que l'Iran s'efforce patiemment de tisser autour de nous. On peut légitimement se demander si ces deux lectures de la même guerre finiront par converger ou par se contredire au pire moment. Le directeur du Mossad s'est d'ailleurs rendu récemment à Washington pour rencontrer le directeur de la CIA, ainsi que des responsables de la Maison-Blanche, des entretiens qui ont porté sur la guerre contre l'Iran, le programme nucléaire et d'éventuelles négociations. Cette visite a eu lieu avant même la dernière escalade autour du détroit d'Ormuz. Preuve qu'une coordination de haut niveau existait déjà bien avant que les événements ne s'accélèrent. Pendant ce temps, une information sensible circule dans les cercles du renseignement américain. Des analystes soupçonnent que la Russie aurait aidé l'Iran à frapper avec une précision troublante des installations secrètes de la CIA en Arabie Saoudite et en Irak, en fournissant des données de ciblage et en modernisant des drones de type Shahed. Au moins 2 sites de la CIA ont été touchés au printemps, l'un abrité dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Riyad, l'autre dans l'est de l'Irak. L'attaque contre Riyad s'est révélée d'une sophistication inhabituelle. Un premier drone modifié a ouvert une brèche dans le mur de l'enceinte, puis un second s'y est engouffré avant d'exploser à l'intérieur sans faire de victimes. Les enquêteurs pensent qu'une assistance russe aurait pu améliorer la navigation satellite de ces drones, la rendant plus précise et plus difficile à brouiller que le système iranien d'origine. Certains analystes restent prudents et rappellent que l'Iran visait peut-être simplement l'ambassade dans son ensemble, touchant le poste de la CIA par un concours de circonstances plutôt que par un ciblage délibéré. Mais le doute, une fois semé, ne se dissipe plus facilement. Le bilan côté américain révélé le même jour donne la mesure du prix déjà payé. Une analyse d'images a permis d'identifier des dégâts sur 9 sites américains au cours des 2 semaines qui ont suivi l'effondrement du cessez-le-feu. Casernement, hangar de drones, installation de communication, système radar, entrepôt, poste de commandement. À la base aérienne de Muwafaq Salti en Jordanie, une frappe de missiles balistiques iraniens a coûté la vie à un lieutenant,
à une soldate et à un sergent. Un autre sergent est mort en Irak lors de la neutralisation contrôlée d'un drone iranien abattu. Des dégâts ont également été constatés près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie, où une structure centrale a été détruite, ainsi qu'à la base aérienne d'Ahmed Al-Jaber, au Koweït, où un radar achevé 6 mois à peine auparavant a été anéanti. D'autres frappes ont touché des installations à Bahreïn, en Irak, et sur plusieurs terrains d'aviation régionaux. Les commandants américains affirment que les opérations précédentes avaient déjà détruit ou endommagé plus de 85% des capacités balistiques, des drones et des infrastructures navales iraniennes, coulé ou neutralisé 161 bâtiments et éliminé plus de 90% des mines navales iraniennes. Cela explique pourquoi de petits essaims d'embarcation rapides, parfois surnommés bateaux guêpes, se dispersent désormais depuis des quais devenus trop exposés. Mais cela ne signifie en rien que chaque lanceur, chaque navire est disparu. Le bilan américain global atteint 18 morts et plus de 450 blessés. La preuve que Téhéran conserve encore assez de moyens dispersés pour frapper des bases fixes dans plusieurs pays de la région. C'est pourquoi le renfort américain ne se limite pas aux bombardiers. Il inclut des forces spéciales capables de récupérer des équipages, de sécuriser du matériel sensible, de mener des reconnaissances et d'appuyer les bases endommagées. Des escadrilles de chasse renforcent la défense et la capacité de frappe. Des avions ravitailleurs prolongent l'autonomie des missions. Et plus de 150 membres du personnel médical sont arrivés au centre médical régional de Landstuhl en Allemagne, signe que Washington se prépare autant à soigner des blessés qu'à mener de nouvelles missions. Le bombardier stratégique porte une puissance de feu conventionnelle considérable et des armes à longue portée tirées à distance de sécurité, mais il ne transporte pas la bombe anti-bunker de 14 000 kilos. Aucune preuve confirmée n'indique à ce stade que le bombardier furtif ait été assigné à la prochaine vague. Son apparition signalerait une toute autre mission, dirigée cette fois contre les infrastructures nucléaires les plus profondément enfouies. Changeons maintenant de mer et suivons un second protagoniste, une coque commerciale bien réelle. Le pétrolier saoudien qui a pris feu à la proue après avoir été touché près de Gizan, en mer Rouge. L'équipage a survécu, mais l'attaque a prouvé que le blocus Houthi n'était plus une simple menace théorique. Un second pétrolier a également été cité par les rebelles sans que la frappe soit confirmée. Pourquoi ouvrir un nouveau front maritime précisément au moment où les États-Unis intensifient leur campagne contre l'Iran? L'Arabie saoudite redirigeait déjà des millions de barils vers ses terminaux de la mer Rouge pour réduire sa dépendance au détroit d'Ormuz. Les Houthis menacent désormais cette route alternative par le détroit de Bab el-Mandeb. Si les deux passages deviennent instables en même temps, les compagnies maritimes n'ont tout simplement plus de portes sûres à emprunter. 5 pétroliers ont changé de cap dès mercredi. 3 autres, chargés de brut saoudien vers la Chine et l'Inde, avaient déjà rebroussé chemin la veille.
Sur le terrain, des rapports décrivent un déploiement supervisé par des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution arrivés au Yémen ces 2 dernières semaines. Missiles anti-navires et lance-drones auraient été redistribués autour de plusieurs zones côtières. Et le mont Daba, près de Haïz, offre une vue directe sur le détroit de Bab el-Mandeb, permettant à des armes de portée plus courte de se rapprocher des couloirs de navigation. Une île serait utilisée pour stocker armes et embarcations explosives, tandis que les Houthis chercheraient à renforcer leur position sur un archipel voisin. Des autorités navales européennes recommandent désormais aux navires liés à Israël, aux États-Unis et à l'Arabie saoudite d'éviter la mer Rouge et le golfe d'Aden, citant missiles, drones, engins sans pilote et embarcations armées comme des menaces bien réelles. Ce qui frappe, c'est le contraste entre l'assurance affichée en mer par les dirigeants Houthis et leur nervosité sur terre. Des rapports décrivent des responsables se réfugiant dans des appartements dissimulés et des tunnels souterrains, interdisant les téléphones intelligents et annulant les grandes réunions, arrêtant des personnes soupçonnées d'espionnage autour de Sanaa et de Hodeïda. Ces précautions ont suivi l'élimination d'une douzaine de hauts responsables Houthis lors de frappes de précision antérieures, y compris le chef de leur gouvernement. Les combattants sur le terrain sentent désormais que le renseignement israélien, américain ou saoudien a percé le cercle rapproché de leur direction, ce qui explique la dispersion des armes, l'usage de véhicules civils ordinaires et l'abandon des téléphones portables par une direction qui vit désormais dans la peur. L'Arabie saoudite bénéficie aussi d'un soutien pakistanais. Islamabad aurait déployé environ 8000 hommes, une quinzaine de chasseurs de type JF-17, des drones et un système de défense aérienne dans le cadre d'un pacte de défense mutuelle. Les marchés ont immédiatement pris la mesure d'un danger. Le baril de Brent est passé d'un peu plus de $94 à plus de 96, puis s'est rapproché des $98, les traders intégrant la possibilité que les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb soient fermés et perturbés simultanément. Téhéran n'a pas besoin de couler chaque navire. Il suffit que les capitaines, les assureurs et les compagnies énergétiques croient que le prochain voyage ne vaut plus le risque. Et cet effet peut perdurer bien après l'arrêt des tirs, car les routes doivent être inspectées, les mines déminées et la confiance des équipages reconstruite avant tout retour à la normale. En marge de ce théâtre militaire, un autre dossier attire l'attention à Jérusalem. Un accord de coopération nucléaire civile vient d'être signé entre Washington et Riyad, un texte qui doit encore passer devant le Congrès américain. Il établit un partenariat de 30 ans, chiffré en milliards de dollars, piloté par des entreprises américaines. Une source saoudienne évoque une réduction possible de la consommation intérieure de pétrole d'environ 1,5 million de barils par jour, libérant davantage de brut pour l'exportation. Le point le plus sensible concerne l'enrichissement. L'accord autoriserait une étude de 2 ans pour déterminer si l'enrichissement sur le sol saoudien serait économiquement justifié avec des garanties qui,
contrairement à celles imposées à d'autres pays de la région, n'exigent pas le protocole additionnel complet. L'Arabie saoudite n'a pas non plus renoncé de façon permanente à l'enrichissement domestique ou à la production de plutonium, ce qui inquiète les experts de la non-prolifération autant que les responsables israéliens. Le moment choisi crée une contradiction difficile à ignorer. Washington exige que l'Iran renonce à tout enrichissement, tout en laissant Riyad étudier sa propre voie vers cette même technologie. La normalisation avec Israël, un temps envisagé comme condition, a disparu du texte final, et si les officiels saoudiens assurent que ce programme ne vise pas Israël, Jérusalem a clairement perdu un levier diplomatique qu'elle espérait voir se concrétiser. Au Liban, une bombe artisanale a endommagé 2 ambulances de la Croix-Rouge près d'un village du Sud, blessant plusieurs membres du personnel médical. Certains rapports arabes ont d'abord attribué l'explosion à Israël, mais l'examen mené par l'armée israélienne indique que l'engin aurait très probablement été posé par le Hezbollah lui-même, un scénario qui, si on y réfléchit, illustre bien comment une seule charge cachée peut à la fois blesser des soignantes, susciter des accusations immédiates contre Israël et démontrer que des réseaux échappant encore au contrôle de l'État libanais continuent d'opérer sur le terrain. Enfin, à Gaza, un dernier fil se referme sur cette toile déjà dense. L'armée israélienne a rendu public des données de renseignement concernant 12 hommes présentés à l'international comme des joueurs de football, des entraîneurs ou des arbitres. Selon l'armée, ces mêmes hommes servaient simultanément dans les branches armées du Hamas ou du djihad islamique palestinien et ont été visés en raison de ces rôles opérationnels précis. L'un d'eux aurait participé aux attaques du 7 octobre en tant que membre du djihad islamique. Un autre aurait commandé une compagnie au sein de la force aérienne du Hamas. Un troisième, à la fois joueur et entraîneur reconnu, aurait occupé le poste de commandant adjoint d'un bataillon avant d'entrer lui aussi en Israël ce jour-là. La liste inclut même un homme présenté publiquement comme arbitre international de football, identifié par les services israéliens comme un agent actif du djihad islamique. L'idée n'est certainement pas que chaque athlète de Gaza soit lié au terrorisme, loin de là, mais plutôt qu'une profession civile peut parfaitement dissimuler une identité opérationnelle, tandis que les campagnes internationales ne retiennent souvent que la biographie civile la plus présentable. Comment démêler le vrai du faux quand l'image publique et la réalité militaire se superposent à ce point? Chacun se fera sans doute sa propre opinion sur la question. All-Tridas, la région tout entière avance ainsi de point de tension en point de tension. Des bases américaines observent les conséquences de frappes d'une précision troublante. Des pétroliers saoudiens rebroussent chemin loin des côtes yéménites. Israël se prépare à une possible pluie de missiles tout en recalculant sans cesse la place qui lui revient dans cette guerre qui n'est pas tout à fait la sienne. Et pendant ce temps, les règles du jeu nucléaire régional se réécrivent en pleine tempête. Reste à savoir ce qui déclenchera la prochaine étape. Un nouveau navire en feu au large des côtes, un missile iranien filant vers Israël,
ou la décision américaine d'envoyer enfin le bombardier furtif frapper les cibles les plus enfouies du sol iranien? Difficile de dire en observant cette mécanique implacable se remettre en marche nuit après nuit. Laquelle de ces trois issues surprendra le moins ceux qui suivent cette guerre depuis le début?